Canard mâle ou femelle? Crime ou suicide? Maïs naturel ou transgénique? Pilule ou soucoupe volante? Saumon de l'Atlantique ou du Pacifique? À questions multiples, réponse unique, l'ADN. Qui aurait imaginé qu'un jour les détectives de l'ADN viendraient troubler la tranquillité de ces paisibles canards au fin fond de leur sud-ouest? Les éleveurs peut-être, quand ils ont découvert que l'ADN serait une arme redoutable dans leur guerre contre les importateurs de foie gras. L'enjeu est énorme, 6 milliards de francs de chiffre d'affaires, des milliers d'emplois, la survie d'une région entière. En riposte à la guerre des prix déclarée par les importateurs de foie gras étrangers, les producteurs français dégainent donc l'arme de la qualité. Ils affichent le foie gras garanti 100% canard mâle et pour le prouver, ils font appel à l'analyse génétique. Ça paraît peut-être un peu incongru, mais c'est un système qui doit nous permettre de contrôler les décisions que nous avons prises pour préserver la qualité du foie gras. Et l'analyse génétique consiste en quoi? L'analyse génétique consiste à reconnaître dans le produit transformé si le foie gras a été produit à partir de mâles ou de femelles au niveau du canard. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons pris la décision au niveau du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras au niveau français de ne produire du foie gras de canard qu'avec des mâles, dans un souci de préserver la qualité. Parce que le foie gras de femelle n'a pas la même qualité. Le foie gras de femelle est très veiné et a une mauvaise présentation et ça donne un produit de qualité inférieure. Alors, quelle est la solution? Donc la solution, effectivement, c'est de ne mettre en production que du foie gras issu de mâles et de contrôler le fait que cette réglementation soit respectée par l'utilisation d'un test ADN qui permet de déterminer dans le produit transformé, qu'il soit stérilisé ou pasteurisé, si on a bien respecté cette réglementation. 1000 canards sont traités chaque jour dans cette coopérative de Castelnau-Chalosse. 150 unités à l'heure. L'animal est littéralement déshabillé. D'un coup de couteau chirurgical, le boucher enlève le paletot du canard, terme imagé pour cette opération qui consiste à séparer les cuisses et les magrets. Un deuxième opérateur prélève les aiguillettes et en un tournement expert, le foie est extrait de la carcasse. Après 3 mois d'élevage et 15 jours de gavage, il pèse en moyenne 600 grammes. Cru, mi-cuit ou cuit, il est conditionné pour être commercialisé. Au passage, quelques bocaux sont prélevés au hasard pour être expédiés à Nantes au laboratoire d'identification génétique qui a mis au point la technique du sexage du foie gras de canard. Un laboratoire privé au sein du CHU de Nantes qui bénéficie d'un plateau technique unique en France. 300 spécialistes font ici des centaines d'analyses biologiques par jour pour les besoins de l'hôpital, mais aussi de la police criminelle et de la justice. Revoici notre bocal de foie gras. Des carottes sont soigneusement prélevées à l'abri de toute pollution biologique. Elles vont être expédiées au labo pour en analyser l'ADN et établir sa carte d'identité génétique. Entre l'ADN d'Yves Montand, du sergent Chanal et d'un terroriste islamiste, le foie gras de Chalosse va livrer son secret. S'agit-il bien de foie mâle? Oui, nous avons effectivement affaire à un foie gras de canard puisque nous avons la présence que d'une seule bande qui révèle effectivement la présence de canard mâle. En comparaison à côté avec des échantillons contenant de la femelle où là nous avons 2 bandes, dont la bande spécifique du canard femelle, la bande du chromosome W, qui n'est pas présente chez le canard mâle. Et là, c'est du canard mâle à 100%. À 100%. Jusqu'à quelle finesse d'analyse est-ce qu'on peut aller sur ce plan? On peut descendre sans problème jusqu'à des pourcentages de 1% de foie gras de femelle en mélange avec 99% de foie gras mâle. Donc là, on peut lui donner à ce foie gras un label de qualité. Oui. Qui dira quoi? Qui dira que c'est du foie gras de canard mâle. Sous les allures d'une ménagère de moins de 50 ans, une détective de l'ADN en pleine action.
C'est cette généticienne qui a inventé la technique du sexage du foie gras de canard. Mais elle enquête sur l'ensemble de la filière agroalimentaire. Ce matin-là, elle traque le maïs transgénique dans les cornflakes. On regarde si le maïs qui compose ce produit est issu d'organismes génétiquement modifiés. Et vous travaillez pour le compte de qui? Alors ces analyses sont au service de l'ensemble de la filière agroalimentaire, aussi bien du fabricant, du transformateur jusqu'à la distribution, et aussi au service du consommateur. Et la moindre trace d'OGM est décelable dans un paquet de cornflakes comme celui-ci? Oui, on peut dire même des traces d'OGM, puisque nous avons mis au point une méthode fiable qui permet de détecter les OGM, mais aussi de les quantifier. La présence ou l'absence d'OGM ne préjuge pas de la qualité du produit? Je crois que nous, notre rôle, c'est de répondre sur la question s'il y a des OGM ou pas, de détecter ces OGM et non pas de préjuger de la qualité de ces produits. Bon, c'est libre à chacun, des consommateurs et des industriels, de faire ce choix. L'analyse génétique s'applique à tout organisme vivant, végétal ou animal. Elle permet de déterminer jusqu'à la provenance d'un saumon de l'océan Atlantique ou du Pacifique, donc de lui décerner le label correspondant. Plus question de tricher sur les étiquettes, l'ADN monte la garde. L'ADN, un vertige. Avec ses dizaines de milliards de cellules, le corps humain en fabrique 150 millions de kilomètres par jour, la distance de la Terre au Soleil. Le ruban d'acide désoxyribonucléique est niché en boule dans le noyau de la cellule. Une fois déployé, il mesure 1,70 m. 1,70 m d'ADN dans une seule cellule d'1 millième de millimètre. Support des chromosomes propres à chaque individu, il est donc unique. C'est cette véritable carte d'identité biologique qui a révolutionné depuis 10 ans les méthodes de la police scientifique. Avignon, 8 décembre 1987. Une lycéenne de 16 ans disparaît à la sortie des cours. Le corps d'Evelyne est découvert le lendemain. Elle a été violée et tuée d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. L'inspecteur Pierre Baume est chargé de l'enquête. Il se rend sur place pour les premières constatations sur les lieux du crime, en plein maquis, près du champ de tir, sur les hauts d'Avignon. Le corps de la jeune fille a été découvert ici par un chasseur. Il a été étendu la face contre terre, entre les deux arbres, et avec ses vêtements posés à côté d'elle. Le médecin légiste de Montpellier est venu sur les lieux. Il a fait des prélèvements de sperme et plus tard l'autopsie, des prélèvements de sang. La carte ADN nous a été communiquée. En 87, c'était tout nouveau? Je pense, oui. Même personnellement, j'avais pas eu... c'est la première fois que j'en entendais parler. C'était une découverte pour vous? C'était une découverte, oui. En 1987, la génétique criminelle en est à ses premiers balbutiements. Personne n'y croit encore, l'enquête policière classique échoue. 12 ans après, l'assassin d'Evelyne court toujours. Dernier espoir de sa mère, des analyses génétiques systématiques comme dans l'affaire Dickinson. Car elle est convaincue, et elle a convaincu le juge d'instruction, qu'il n'est pas trop tard. Non, moi je pense que malgré les années qui s'écoulent, moi j'ai toujours le même espoir, je continuerai toujours à me battre. J'ai un juge d'instruction qui me suit et je me dis que justement avec cette recherche de la génétique, si c'est pas maintenant, ça sera dans 6 mois. Si c'est pas dans 6 mois, on verra avec le juge d'instruction s'il y a possibilité de cibler d'autres personnes. Et pour moi, non, c'est un grand espoir. L'empreinte génétique permet aux policiers d'éliminer un à un les suspects, une à une les fausses pistes. Le père et le beau-père d'Evelyne ont donc été soumis en priorité au test ADN. Nous avons subi le test tous les deux, oui, parce que moi étant le beau-père, est évident. Et puis, il fallait que la famille, compte tenu que nous demandions au juge d'instruction, en définitive, de se diriger vers les tests ADN, il fallait que nous montrions l'exemple, que nous n'avions pas peur, disons, nous-mêmes, d'aller au-devant de ces tests ADN, qui en définitive étaient ce qui pouvait permettre à un moment donné de fermer les portes ou d'innocenter ou tout au moins des suspects éventuels.
Une série d'analyses est actuellement en cours sur une 60aine de suspects. Des suspects potentiels, il y en a par dizaines dans l'agenda d'Evelyne, toute une liste de prénoms sur lesquels le juge cherche à mettre un nom de famille. En particulier ce garçon qui 2 mois avant le crime a fait ce dessin prémonitoire sur l'agenda d'Evelyne. Et ce qui m'a toujours intrigué sur cet agenda, c'est qu'il y a dessiné 6J 1971-1987, Evelyne, avec un dessin en dessous. Je l'avoue, c'est moi qui l'ai poussé, bien fait. Donc voilà, l'intéressant des tests ADN, c'est que cette personne qui a écrit ses dessins sur cet agenda, lorsqu'il sera passé à la génétique, ça me l'enlèvera des pensées et de ma tête. Les policiers l'ont entendu? Les policiers l'ont entendu, mais les tests n'ont pas été faits sur lui. Pourquoi vous battez-vous? Je me bats parce que je ne supporte pas de penser qu'un être abject puisse continuer à vivre comme vous et moi tous les jours, par rapport à ce qu'il a fait à ma fille. Écully, dans la banlieue lyonnaise, à 2 pas du siège d'Interpol. Ici, à l'abri des regards indiscrets, bat le cœur de la police technique et scientifique française. Le commissaire Jacob a dirigé à l'époque l'enquête sur le meurtre du petit Grégory Villemain. Il pense que plus de 10 ans après un crime, la technique de l'ADN peut, sous certaines conditions, être encore efficace. Je vais vous donner l'exemple d'une affaire qui a été résolue par le laboratoire de Wiesbaden en Allemagne, qui a pu identifier l'individu qui avait léché le timbre de la lettre revendiquant l'attentat de Tel Hermitage en 1983. Et c'était un complice du terroriste Carlos, qui donc a été arrêté en 1996 seulement à Berlin. Donc, mais là encore une fois, je crois que les conditions de conservation de cet indice étaient idéales, c'est-à-dire à l'abri de l'humidité. Car l'humidité est le pire ennemi de l'ADN, car encore une fois, il y a des champignons qui se développent et qui, sinon, c'est fichu. On a réussi aussi quelques affaires avec des sous-vêtements souillés de sperme, puis de 8 ans après les viols. Un double meurtre a été commis dans cet appartement. Le ou les assassins ont tenté de maquiller leur crime en suicide. Cette reconstitution d'une scène de crime est destinée à la formation des enquêteurs de la police scientifique. Une nouvelle race de policiers en blouse blanche, véritables chirurgiens du crime. C'est vraiment la tenue adoptée aujourd'hui pour gérer une scène d'infraction, pour pénétrer les lieux sur une scène de crime. Vous avez un rôle extrêmement important dans la collecte de ces traces, de ces indices sur la scène de crime. Ça part de vous. Si jamais vous loupez une affaire, et je m'amuse à le dire à chaque stage, mais c'est tellement important, je dis qu'ici, ce sont les 5 premières minutes. Alors, mais c'est vrai, dans les 5 premières minutes, si on ne prend pas les précautions de protection des lieux, on peut faire capoter une affaire. Alors, vous voyez un petit peu l'importance de bien séparer tous ces prélèvements-là pour éviter de compliquer les choses. Une quantité infime de salive prélevée sur un mégot, un suspect a peut-être signé le crime de son empreinte génétique. Il est extrêmement important déjà de ne pas les prendre avec les doigts. C'est crucial puisque si vous prenez les mégots avec les doigts, là je suis ganté, mais si je prends les mégots avec les doigts nus, je vais y déposer une petite quantité de sueur. La sueur permettra de déterminer la carte d'identité génétique de l'individu. Donc, la première des choses à faire, c'est de séparer les mégots, surtout pas les laisser en contact, et de faire un prélèvement séparé de chaque mégot. Ça veut dire qu'au laboratoire, ils vont l'ouvrir, ils vont en extraire donc l'ADN et établir la carte d'identité génétique, comme pour le sang. C'est ça qui est extrêmement important pour nous. Toutes cellules vivantes, mégot, salive, sueur, le sang, sécrétion vaginale, le bulbe des cheveux, toutes les matières vivantes de notre corps. L'empreinte génétique est à la police scientifique moderne ce qu'était l'empreinte digitale, chère à l'inventeur de l'anthropométrie. Ce que disait Alphonse Bertillon au début du siècle, les traces qu'on va retrouver sur les lieux, c'est la carte de visite du malfaiteur. Il avait raison. Et plus tard, on a dit que ce sont les témoins muets. On a 2 solutions, ces témoins muets. Soit on les fait parler, donc on va les protéger, on va les prélever et on va les faire parler. Ou alors, par maladresse, on les détruit et là, on va perdre des informations extrêmement importantes.
L'affaire Caroline Dickinson a définitivement projeté l'ADN en première ligne des techniques de police scientifique. Après une enquête bâclée pour retrouver l'assassin de la petite Anglaise violée et tuée dans cette auberge de jeunesse de Pleine Fougère, le conseiller Van Ruynbeck reprend l'instruction à zéro. À la demande des parents de Caroline, il fait procéder à des analyses génétiques systématiques sur tous les hommes du village breton par tranche d'âge, 15-35 ans puis 35-60. Dans la France entière, le moindre individu suspect qui ressemble au portrait robot subit le test ADN. Les laboratoires de police et de gendarmerie croulent sous la charge. À Marseille comme ailleurs, le dossier Dickinson est prioritaire. Alors cette pile de dossiers, ça représente en fait une partie des demandes d'analyse qui ont été formulées dans le cadre de l'affaire Dickinson. Je dis bien une partie parce qu'en fait, depuis le début, disons, des opérations d'investigation, de police technique et scientifique, on enregistre environ 600 échantillons ici au laboratoire. Et il y a 5 laboratoires de police scientifique dans toute la France. C'est cela, oui. Qui en ont fait autant. Oui, pratiquement, oui. On peut estimer environ 3000 individus testés, oui. 1998 a été l'année de l'ADN. La demande des juges a doublé en un an. 15 000 analyses génétiques ont été réalisées dans les laboratoires de la police scientifique, dont 1 sur 5 pour la seule affaire Dickinson. Mais pendant ce temps, les scellés prélevés sur les lieux de crime s'entassent dans les frigos des laboratoires. Sauf urgence, une garde à vue en cours par exemple, il faut de 1 à 3 mois d'attente pour une analyse qui demande 48 heures. Passage au microscope optique pour déceler les spermatozoïdes. Traitement chimique. Identification et amplification de l'ADN. Il ne reste plus qu'à interpréter le résultat. Donc on a un premier profil qui correspond à un suspect, le suspect numéro 1. Ici nous avons un profil génétique qui est en fait celui exprimé par le sperme retrouvé sur la victime. Et le troisième profil correspond au suspect numéro 2. Donc en fait notre raisonnement maintenant va être un raisonnement en fait de comparaison, puisqu'on va donc comparer le profil génétique du sperme avec le profil de chacun des 2 individus. Donc là ce qu'on voit clairement, c'est qu'effectivement sur ces 2 individus, eh bien, il y en a un qui ne peut pas correspondre en fait au profil génétique de la trace de question. Pourquoi ? C'est en fait le suspect numéro 1. Puisque l'on voit ici que sur 3 séquences génétiques, qui sont en fait représentées par ces 3 zones ici distinctes, sur 3 séquences génétiques différentes, eh bien l'individu, le suspect numéro 1, exprime des caractères différents de ceux de la trace de question. Donc le premier suspect est hors de cause. On peut dire que le premier suspect est entièrement hors de cause. Alors le deuxième suspect. Alors le deuxième suspect, par contre, on s'aperçoit qu'il exprime pour chacune des 3 séquences des caractères tout à fait similaires à ceux de la trace de question. Donc, a priori, sur ces 3 séquences, on peut dire que la trace peut provenir de cet individu. Il faut 9 confirmations pour confondre un suspect avec une certitude proche de 100%. À l'exception des vrais jumeaux qui ont le même ADN, le risque que 2 individus aient une empreinte biologique identique est de 1 sur plusieurs dizaines de milliards. Aux assises, la preuve par l'ADN est donc décisive. L'analyse génétique revêt souvent un poids considérable dans le verdict qui va être prononcé par les jurés. Nous, ce que nous souhaitons, c'est vrai que pour nous, le cas idéal, c'est quand même un dossier qui arrive aux assises dans lequel il y a énormément d'éléments convergents, c'est-à-dire que l'analyse génétique ne vient qu'entériner d'autres éléments d'enquête qui vont tous dans le sens effectivement d'une implication, en tout cas d'une mise en cause de l'individu. La lumière en matière de police scientifique jaillit souvent de l'addition des techniques les plus complexes. Ces armes, saisies dans des affaires criminelles, servent de collection de références pour identifier les revolvers et autres fusils à pompe utilisés par les malfaiteurs. Grâce à ce microscope, la balle retrouvée sur une scène de crime est comparée à celle tirée par l'arme de la collection. Si les rayures des 2 projectiles coïncident, comme ici, l'arme du crime est identifiée, marque, calibre, pédigré. Un fichier
permet de savoir si elle a déjà été utilisée dans d'autres affaires. On peut aussi retrouver du sang, donc de l'ADN sur une balle. Tout ce qui échappe à l'œil humain est l'affaire du microscope électronique à balayage. Grossi 1200 fois, cette trace de poudre d'1 millième de millimètre a été prélevée sur la main d'un cadavre. Elle prouve que la victime s'est suicidée. Ce cheveu, grossi 600 fois, a été découvert sous l'ongle d'une victime. La cassure en dents de scie montre qu'il a été arraché à l'agresseur quand la victime s'est défendue. Le microscope retrouve également le bulbe du cheveu qui contient de l'ADN. Le microscope électronique, c'est l'outil à tout faire. On fait aussi les écailles de peinture dans le cadre des délits de fuite. On fait des recherches d'algues dans les poumons des noyés. On étudie les argiles, on étudie les papiers dans la fausse monnaie, dans la fabrication des faux billets de banque. Ça sert énormément. C'est de l'observation. De toute manière, la police scientifique, c'est d'abord beaucoup d'observation. Et après, dans un deuxième temps, c'est l'analyse. Sur la piste d'un violeur de femmes seules, le capitaine de police Jacqueline Robert est une spécialiste du portrait robot. Vous allez voir qu'on va constituer donc une image. Tout en recueillant le témoignage de la dernière victime du sadique, elle en dessine le visage sur son ordinateur portable. Des petites mèches qui tombaient devant comme ça. D'accord. Alors... Le logiciel contient une douzaine d'éléments constitutifs du visage, nez, oreilles, bouche, signes particuliers. Oui, oui, foncé, oui. Alors, regardez bien. Véritable puzzle patiemment assemblé sur les indications hésitantes de la victime, le portrait robot commence à prendre forme. Alors c'est bon là, le visage, est-ce que ça correspond au souvenir que vous avez? Oui. Vraiment tout, regardez-le bien, c'est important. Ce portrait robot informatisé s'ajoute à tous les éléments d'enquête précédents, car on a beau connaître l'ADN d'un suspect, encore faut-il l'identifier et l'arrêter. Identifier, c'est le mot clé dans l'investigation criminelle. Sur cette paillasse, dans ces bacs plastiques, un crâne et des os découverts au bord d'une autoroute. La mort remonte à plus d'1 an. Identifier un être humain dont il ne reste plus que le squelette est une des grandes spécialités de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. À partir du crâne nu, l'anthropologue va reconstituer le visage, les techniciens disent la caricature de la victime. Alors nous sommes partis à partir du crâne d'une personne qui était analysé par l'anthropologue qui a déterminé que c'était un crâne d'une femme d'une 20aine d'années. Bien entendu, nous l'avons préparé, nous avons effectué sa cuisson pour nettoyer toutes les parties de chair qui restaient. Ensuite, l'anthropologue a installé différents plots représentant les épaisseurs de tissu mou, les différents emplacements des lèvres, des narines, des yeux, des oreilles, etc., au nombre de 15 points, qu'il a rentré ensuite par scanner dans son ordinateur, et grâce à l'intermédiaire d'un logiciel de déformation, il a créé une image virtuelle d'une femme, et mon rôle donc est à partir de cette image virtuelle de recréer en 3 dimensions la caricature de la personne. L'artiste n'a plus qu'à mettre la touche finale à son œuvre, mais l'anthropologue lui interdit toute interprétation ou fantaisie. Sourcils, cheveux, il a à sa disposition toute une gamme de perruques aussi diverses que variées. Bon, pour ce modèle-ci, nous allons positionner une perruque mi-longue, couleur marron, avec les yeux qui correspondent à la couleur. La partie finale de notre reconstruction faciale sera dans ce modèle. À supposer qu'un membre de sa famille la reconnaisse, une recherche d'ADN sur les os de la jeune inconnue de l'autoroute permettra par la suite de confirmer l'identification par comparaison des empreintes génétiques. Les vieilles archives papier de la police ont vécu. Les 3 millions de références du fichier manuel des empreintes digitales sont maintenant intégrées dans un fichier automatisé d'une capacité de 10 millions d'images. Ce disque optique numérise à lui seul 250 000 références. L'ordinateur analyse 3000 empreintes à la seconde.
le futur fichier des empreintes génétiques sera calqué sur le même modèle, mais informatique, éthique et liberté oblige, il sera placé sous très haute surveillance. Et la loi de 98 a déterminé le domaine d'application de ce fichier. Il s'agit des infractions à caractère sexuel. Donc 2 catégories de données seront dans ce fichier. D'une part, les profils génétiques des traces retrouvées sur une scène de crime, et d'autre part, les profils génétiques des empreintes, des individus qui auront été condamnés définitivement pour une infraction à caractère sexuel. Prudence, prudence, la génétique excite l'imagination des chercheurs qui savent flairer l'air du temps. Dernière création en date pour fêter le 3e millénaire, offrez-vous ou offrez votre capsule d'ADN. Un vrai coup de génie médico-commercial. Imagen offre aux intéressés la possibilité de sauvegarder leur ADN selon la procédure suivante. Imagen remet un dossier d'information sur l'ADN avec une charte éthique et établit un contrat avec la personne intéressée. Ensuite, les cellules de l'intéressé sont recueillies par un chirurgien dentiste, puis envoyées dans les laboratoires d'Imagen, où l'on effectue l'extraction de l'ADN. Dépositaire du patrimoine génétique familial et ses éventuelles maladies héréditaires, votre ADN va reposer dans une capsule d'or fin protégée par un sarcophage agréé Commissariat à l'énergie atomique. Allez en paix, aucun conflit nucléaire ne détruira l'ADN que vous avez légué à prix d'or à votre descendance. L'or a été choisi comme matériau en raison de son inertie chimique et de ses propriétés physiques. Quel peut être l'intérêt pour un particulier de conserver son ADN et de le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants? Alors, il y a effectivement un intérêt personnel de pouvoir sauvegarder son ADN. L'ADN est un support de l'unicité et de l'identité de l'individu. C'est une information unique et précieuse. Donc il peut y avoir un intérêt à transmettre son ADN à ses enfants, petits-enfants, à recevoir de l'ADN de ses parents, de ses grands-parents. Qui en feront quoi? Qui le garderont, c'est un souvenir, laisser une trace. Si on le met en parallèle avec une urne sur le coin d'une cheminée, c'est tout à fait autre chose. On pourrait même dire que c'est l'opposé, parce que là il s'agit de la molécule de la vie. La sauvegarde d'informations génétiques sur plusieurs générations présente un intérêt biomédical. Au niveau de la médecine prédictive, pour tout ce qui est prédisposition aux maladies génétiques, le fait d'avoir accès à l'information génétique de ses ascendants permettra d'affiner ces prédispositions. 15 à 30 000 francs. L'héritage génétique n'a pas de prix, car qui sait aujourd'hui si la science ne permettra pas demain de ressusciter un être humain à partir de son ADN. Science-fiction bien sûr, mais le clonage humain est bel et bien le grand débat de cette fin de siècle. C'est une question qui revient souvent. C'est vrai que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme a entre les mains les outils techniques de transformation de sa propre espèce. C'est vrai que potentiellement on pourrait faire des clones humains, c'est-à-dire fabriquer des gens en série, et même modifier le patrimoine génétique humain avec des gènes étrangers à l'espèce humaine. Potentiellement, on pourrait le faire au moins à quelques années d'ici. Je crois que si on commence à admettre cela, eh bien c'est un peu la fin de notre espèce. Il y a bien d'autres utilisations qui sont concevables, comme par exemple, on vient d'en parler à la suite d'une découverte qui a été faite il y a quelques mois aux États-Unis, c'est de mettre en culture des cellules embryonnaires du tout début de la vie pour ensuite pouvoir en tirer des tissus humains qu'on pourrait greffer sur l'individu. Par exemple, on prendrait une cellule adulte d'un individu malade, on la referait, on la reprogrammerait pour qu'elle puisse redevenir cellule embryonnaire, on la mettrait en culture et ça permettrait de fabriquer des bouts de peau, des bouts de foie. Alors ça inquiète beaucoup, mais là je crois que l'intérêt thérapeutique ne heurte pas l'idée qu'on se fait de l'homme qui ne peut pas être un produit complètement fabriqué génétiquement parlant. L'homme c'est quand même aussi une valeur, c'est pas seulement un produit de fabrication. Donc il faut vraiment distinguer entre les différentes applications, mais j'admets que la génétique est un art extrêmement dangereux, au moins aussi dangereux que le nucléaire. Manipulation génétique, danger. La biologie moléculaire peut enfanter le meilleur comme le pire, ou
les deux à la fois. Ces monstres hybrides nés d'un délire d'artiste pourraient inspirer un jour un savant fou. La nature elle-même commet bien des erreurs. Mais si demain, un apprenti sorcier de la génétique ou un dictateur quelconque s'amusait à manipuler l'espèce humaine à des fins inavouables, l'histoire nous enseigne que c'est déjà arrivé et que cela peut se reproduire.